Sors d'ici, mon garçon. Le juge ne savait pas que l'enfant était le plus jeune avocat de tous les temps. Sors d'ici, mon garçon. Le juge ne savait pas que l'enfant était le plus jeune avocat de tous les temps. L'air du palais de justice était vicié, chargé de tensions et de murmures, lorsque la victime franchit les lourdes portes en chêne, le bruit de ses chaussures étant absorbé par le craquement du parquet et l'inspiration collective des curieux. Elijah Harmon, 16 ans, semblait étrangement déplacé. Les manches de sa veste grise effleuraient maladroitement ses jointures, ses fines épaules semblaient se perdre sous le tissu, et sa serviette en cuir usée heurtait sa jambe, tandis qu'il marchait. Un héritage plus qu'un outil, un objet emprunté à une autre époque. Son visage, bien que jeune, exprimait une gravité qui semblait plus ancienne que la salle elle-même, comme s'il avait franchi non seulement les portes du palais de justice, mais aussi le feu, la perte et un profond réservoir de connaissances inexprimées. Ses pas étaient lents, mais posés, chacun guidé non par la peur, mais par un but, par un besoin qui s'était suffisamment envenimé pour devenir une fin. Un silence s'abattit sur la galerie comme une vague, tandis qu'Elijah s'engageait dans l'allée centrale. Il n'y avait pas de fanfare, pas de musique dramatique, ni de flash d'appareils photo, juste le bourdonnement sourd de l'incrédulité et de la confusion. Une femme au premier rang plissa les yeux, donnant un coup de coude à l'homme à côté d'elle. Quelques journalistes se redressèrent sur leurs sièges, les doigts crispés sur leurs tablettes. L'un d'eux esquissa un sourire narquois, comme si la présence du garçon était une sorte de sketch comique d'avant-procès. Un agent de sécurité, nonchalamment appuyé contre une colonne de marbre près de l'entrée, se pencha vers un huissier voisin avec un sourire amusé et murmura sa question dans un petit rire. Le gamin était-il perdu? Mais Elijah ne regarda ni à gauche ni à droite. Son regard restait fixe, droit devant, inébranlable. Il n'était pas là pour divertir. Il n'était pas là pour demander la permission. Son regard se fixa sur l'homme assis au fond de la salle, derrière une table cirée et une armure juridique épaisse. Charles R. DeWitt. Le sénateur à la retraite paraissait calme, vêtu d'un costume bleu marine si élégant qu'il scintillait presque sous les lumières du tribunal. Ses cheveux argentés étaient parfaitement peignés, sa posture impeccable et son expression indéchiffrable. Il leva les yeux vers le garçon, les sourcils légèrement froncés, comme pour essayer de le situer. Une lueur de reconnaissance apparut, puis tout aussi rapidement fut masquée par l'indifférence. DeWitt avait affronté des dizaines de procès au cours de sa longue carrière. Audience, déposition, audience à huis clos où le pouvoir changeait et où les péchés se négociaient derrière des poignées de main. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il n'arrivait pas avec la protection des lignes de parti ou le coussin de faveur politique. Aujourd'hui, il était l'accusé devant un tribunal fédéral, accusé d'avoir usé de son influence pour supprimer systématiquement les logements sociaux dans tout l'État, ciblant principalement les communautés de couleur. Les expulsions avaient déstabilisé des familles, déchiré des quartiers et, dans au moins un cas, mis fin à une vie. Cette vie avait appartenu à Clarence Ray, le père adoptif d'Elijah, un vieil homme noir qui avait survécu à 2 guerres et à une vie de lutte, pour finalement mourir de frissons sur le parking d'un refuge qui refusait de l'accueillir parce que sa dernière adresse avait été rasée 2 jours plus tôt. Et c'était la signature de DeWitt sur l'ordonnance de libération. Le cœur d'Elijah battait fort contre ses côtes alors qu'il approchait de la table de l'accusation. Ses doigts se crispèrent sur la poignée de la mallette. Il n'était plus nerveux. Plus maintenant. La nervosité s'était dissipée des semaines auparavant, remplacée par quelque chose de plus froid et de plus précis. Il sentait le poids de la clé USB encore dans la poche intérieure de sa veste, les pages des dernières lettres de Clarence soigneusement pliées derrière son bloc-notes. Il se souvenait de chaque nuit où il restait éveillé, parcourant des documents, recoupant les registres fonciers, écoutant les quintes de tout de son père adoptif dans la pièce voisine. Il se souvenait du jour où Clarence s'était effondré, affalé sur une chaise en métal sous un lampadaire vacillant, son corps recroquevillé vers l'intérieur comme une question sans réponse.
Alors qu'il posait la mallette sur la table de l'accusation et commençait à en déverrouiller les loquets, le procureur principal se retourna, surpris. Alan Greer, un homme d'une quarantaine d'années au visage fatigué et à la cravate légèrement desserrée sous le col, le fixait, les yeux plissés. Sa voix baissa, mi-agacée, mi-déconcertée. Il demanda ce que le gamin faisait là, lui expliqua que ce n'était pas une galerie d'exposition et qu'il devait reculer avant qu'on ne le fasse expulser. Mais Elijah ne broncha pas. Il ouvrit la mallette lentement, méthodiquement, comme il l'avait fait 100 fois auparavant. Il dit à Greer qu'il était co-avocat dans l'affaire. Les mots étaient simples, calmes, mais ils tombèrent comme une pierre dans un lac calme. Greer cligna des yeux, déstabilisé l'espace d'une seconde, puis regarda le greffier au bord du banc comme pour confirmer s'il s'agissait d'une plaisanterie. Un léger bruissement parcourut la salle. Les chaises grinçaient, les stylos s'arrêtaient à mi-course. Même le sténographe du tribunal leva les yeux. Le juge, Donald Trammer, se pencha en avant sur sa chaise avec une grimace. C'était un homme bâti sur sa réputation, un homme tranchant, politiquement affirmé et ouvertement impatient face à ce qu'il considérait comme des dramatiques. Ses yeux enfoncés le regardaient par-dessus ses lunettes qu'il ajustait de 2 doigts, un geste habile qui précédait toujours une réprimande. Sa voix résonna dans la salle avec une irritation saccadée, tandis qu'il s'adressait directement au garçon. Il ne posait pas de questions. Il donnait des ordres. « Jeune homme, sortez, tout de suite. » Le marteau claqua une fois, résonnant violemment sur les murs. C'est une salle d'audience fédérale, pas une pièce de théâtre. Les mots fusèrent comme un éclair, traversant la tension. Des rires fusèrent d'un coin de la galerie. Quelques personnes secouèrent la tête. L'huissier fit un pas en avant, se préparant déjà à escorter le garçon. Les lèvres de Trammer se retroussèrent en un demi-sourire narquois, tandis qu'il ajoutait un dernier ordre. « Sors de là, mon garçon. » Mais Elijah resta immobile. L'instant se figea, suspendu dans l'air comme une pause avant une tempête. Quelque chose changea, non pas dans la salle, mais dans le poids du silence. Elijah n'éleva pas la voix ni ne plaida sa cause. Il se contenta de croiser le regard du juge, sans ciller, comme pour le mettre au défi de regarder au-delà du costume, au-delà de l'âge, au-delà de l'incrédulité soigneusement préparée de la salle d'audience. Sa posture ne vacilla pas. Il fouilla dans sa mallette et en sortit un dossier en papier kraft, qu'il posa sur la table avec un soin délibéré. Pas de grand discours, pas de dévoilement théâtral, juste une résolution tranquille brûlant sous la surface comme une mèche. Personne dans la salle n'aurait pu comprendre ce qui se passait réellement, pas encore. Ni le sténographe judiciaire qui documentait l'explosion, ni les journalistes qui rédigeaient leurs titres, pas même Greer, dont le visage était maintenant tordu par une confusion teintée de prudence. Seules quelques personnes au monde savaient ce qu'Elijah portait en lui, pas seulement dans ce dossier, mais dans sa mémoire, son sang, son chagrin. Seule une poignée comprenait pourquoi un garçon de 16 ans avait l'autorité légale pour se tenir à cette table. Et encore moins savait à quel point la pièce était proche de s'embraser, car 2 semaines plus tôt, un événement s'était produit qui avait reprogrammé les rouages de cet instant. Quelque chose enfoui dans des réunions à huis clos, des courriels cryptés et des murs de silence vidés. Quelque chose qui avait transformé un enfant en deuil placé en famille d'accueil en force juridique. Une décision, une trahison, une voix enfouie qui crierait à travers les fissures du pouvoir. Seule une poignée de personnes le savait. Mais bientôt, le monde entier le saurait. 2 semaines auparavant, Elijah n'avait pas franchi le seuil d'un tribunal en tant que juriste, mais s'était aventuré dans un recoin sombre de la politique de Washington, D.C. Il avait été admis quelques mois auparavant dans un programme de mentorat juridique d'élite, conçu pour les jeunes esprits les plus brillants, triés sur le volet parmi un vivier de futurs dirigeants. Elijah, cependant, n'avait pas été admis uniquement grâce à ses distinctions académiques. Il avait bénéficié d'une procédure accélérée grâce à ses remarquables aptitudes en droit constitutionnel. À 14 ans, il avait obtenu son brevet d'avocat dans 3 États,
À 16 ans, il conseillait déjà des représentants d'État sur la législation et la rédaction de mémoires. Il n'était pas seulement un prodige du droit, c'était le genre d'étudiant préparé aux batailles juridiques à enjeux élevés. Mais ce n'est qu'à la mort de Clarence Ray, son père adoptif, qu'Elijah a pleinement compris à quel point le système était truqué, comment il transformait les gens en pions pour protéger les intouchables. Clarence avait été une source de sagesse et de force tranquille dans la vie d'Elijah, un homme qui avait vu le monde changer d'une manière que seuls les vétérans pouvaient pleinement comprendre. Héros de guerre et pilier de la communauté noire, Clarence avait combattu non seulement en terre étrangère, mais aussi au sein même de son propre pays. Il s'était battu pour les droits de ses frères et sœurs, notamment en ce qui concerne le logement des vétérans qui leur avait été promis, un droit qui, au fil du temps, n'était plus qu'un mensonge bureaucratique. Pendant des mois, Clarence avait déposé de multiples plaintes contre des expulsions illégales à East Bridge Housing, une résidence destinée aux vétérans de guerre. Il était systématiquement ignoré, ses plaintes enfouies sous la bureaucratie au service des riches et des puissants. Toutes ses actions étaient rejetées. Tous ses recours étaient rejetés. Mais le plus douloureux était le silence qui suivait ces plaintes, ce silence qui étouffait la vérité. Ce silence qui signifiait que des gens comme Clarence, et par extension Elijah, n'avaient aucune importance. Ce n'est qu'une semaine avant la mort de Clarence qu'Elijah comprit l'ampleur de la corruption qui avait entaché leur combat pour la justice. Clarence lui avait confié, d'une voix rauque depuis son lit de malade, que DeWitt était le marionnettiste qui tirait les ficelles. DeWitt, ces gens lui appartiennent, avait-il dit, le souffle court. Elijah n'avait pleinement compris ce que cela signifiait qu'après l'effondrement de Clarence, une image à jamais gravée dans son esprit. Il était mort avant d'avoir eu l'occasion de témoigner, mourant dans l'étreinte froide et indifférente du système qu'il avait passé ces dernières années à tenter de dénoncer. Ces derniers jours avaient été passés entourés de paperasses, de lettres et d'avis juridiques, dont rien ne pouvait réparer les dommages causés par l'influence du riche sénateur. Rien ne pouvait empêcher sa mort d'être balayée comme tant d'autres, ensevelie sous une montagne de mensonges. À la suite de la mort de Clarence, Elijah avait trouvé la clé pour démêler la conspiration enfouie dans l'ombre. Il était entré dans la maison, autrefois imprégné de la chaleur de la sagesse de Clarence, et avait fouillé chaque tiroir, chaque livre, chaque recoin où les secrets du vieil homme auraient pu être cachés. C'est là, dans une Bible évidée sur la 2e étagère de leur bibliothèque, qu'Elijah l'avait trouvée. La clé USB. Sa petite taille lui semblait pesante lorsqu'il la tenait dans sa main. C'était une boîte de Pandore soigneusement dissimulée aux regards indiscrets. Lorsqu'Elijah la brancha sur son ordinateur portable, il fut confronté à un flot de preuves accablantes, des courriels entre le sénateur DeWitt et 3 juges fédéraux. Il y avait des noms, il y avait des virements bancaires, il y avait des avis d'expulsion directement liés à des dons de campagne. Mais le plus accablant était une note, non signée, datée de 3 jours avant la mort de Clarence. Les mots lui sautèrent aux yeux, froids et menaçants. « Si Harmon témoigne, assurez-vous que l'affaire ne soit jamais révélée. » Elijah savait ce que cela signifiait. DeWitt avait orchestré tout cela. Il savait ce que Clarence préparait et il avait pris des mesures pour le réduire au silence avant que la vérité ne soit connue. La colère qui s'empara d'Elijah était viscérale. Ce n'était pas seulement le chagrin d'avoir perdu Clarence, c'était la prise de conscience que le système, fondement même de la justice, avait été si profondément corrompu qu'il pouvait anéantir une vie comme celle de Clarence sans la moindre conséquence. Déterminé à aller jusqu'au bout, Elijah fit ce que peu auraient eu le courage de faire. Il se rendit au bureau du procureur et présenta les preuves à Alan Greer, un homme dont la réputation s'était bâtie sur la lutte contre les faibles, mais qui suivait toujours l'argent lorsqu'il s'agissait des puissants. Elijah savait qu'il ne serait pas pris au sérieux. Il s'attendait à être écarté, voire ridiculisé, mais il avait sous-estimé l'ego de Greer. Le procureur l'avait renvoyé du bureau par la risée, le traitant d'enfant ignorant le fonctionnement du monde. Mais Elijah n'était pas prêt à reculer.
Son cœur était trop lourd, trop rempli du besoin de justice. Il déposa donc une requête en son nom propre, invoquant la force de la loi et déclenchant une audience d'urgence. Elijah savait que déposer cette requête attirerait l'attention, une attention qu'il désirait et redoutait à la fois. Mais il savait aussi qu'elle lui ferait des ennemis, le genre d'ennemis qui avaient le pouvoir de faire dérailler l'affaire avant même qu'elle ne commence. Ce qu'Elijah n'aurait pas pu prévoir, c'était jusqu'où ses ennemis iraient pour protéger DeWitt. La requête avait abouti, de justesse. Mais réussir à ce jeu ne garantissait pas la sécurité, et Elijah avait déjà appris que rien n'était aussi simple qu'il y paraissait. De retour au tribunal, le vent avait tourné en sa faveur, du moins pour le moment. Lorsque le marteau de Trammer s'abattit à nouveau, le silence dans la salle était presque assourdissant. Elijah resta debout, le dos droit, les mains calmes malgré la poussée d'adrénaline qui courait dans ses veines. Il sortit de sa mallette une ordonnance du tribunal, celle qu'il avait tant cherché à obtenir, et la posa sur la table. Greer, se remettant encore du choc de la présence d'Elijah, la lut à voix haute, la voix lourde d'incrédulité. « Ce garçon, grommela Greer, est Elijah Harmon, un prodige du droit, co-avocat nommé en urgence hier soir, signé par le juge fédéral Yancy Monroe. » La salle se tut, l'air lourd de choc. Les journalistes, qui murmuraient entre eux quelques instants plus tôt, retinrent leur souffle. La galerie bourdonnait, des exclamations s'élevant de tous côtés. Elijah sentait leurs regards braqués sur lui, certains avec pitié, d'autres avec dédain. Mais personne n'osait parler, pas alors que le marteau du juge venait de tomber en sa faveur. Trammer, cependant, n'était pas du genre à se laisser impressionner facilement. Il prit l'ordonnance du tribunal dans sa main, la lut rapidement, ses lèvres se courbant en un rictus méprisant, tandis qu'il assimilait l'information. Il y eut un instant d'hésitation, l'atmosphère chargée d'impatience. Puis, d'un mouvement méprisant du poignet, il murmura « Continuez ». L'ordre était sec, mais dénué de toute autorité. Ce n'était pas tant une permission qu'une reconnaissance de la victoire d'Elijah. Mais le combat était loin d'être terminé. Et si Elijah avait remporté une victoire au tribunal, derrière ses portes, quelque chose de plus sombre se tramait. Lors d'une réunion à huis clos plus tard dans la journée, de hauts fonctionnaires complotèrent déjà. Les propos échangés étaient discrets, mesurés, mais leurs intentions étaient claires. Cette affaire ne pouvait en aucun cas voir le jour. Ils trouveraient un moyen de la clore. Ils discréditeraient Elijah, le dépeindraient comme un enfant instable et effaceraient les preuves avant qu'elles ne fassent plus de dégâts. Les rouages du pouvoir étaient déjà en marche. DeWitt avait de puissants alliés, des alliés prêts à tout pour le protéger. Pour Elijah, ce n'était que le début. Mais la bataille avait déjà dépassé le cadre du tribunal pour s'étendre au tréfonds de la politique de Washington. La prochaine étape ne serait pas seulement juridique, elle serait personnelle. Et Elijah était prêt à jouer un jeu auquel il n'avait jamais eu l'intention de participer. Dans une salle de réunion privée, 4 étages au-dessus de la salle d'audience, l'atmosphère était lourde de tension. Les murs étaient lambrissés de chêne poli et un immense lustre pendait au plafond, ses cristaux scintillant dans la faible lumière dorée. La vue depuis les baies vitrées offrait une ville de Washington D.C. vivante et vibrante, mais à l'intérieur, la pièce était froide. L'ancien gouverneur Malcolm Dressner, un homme grand et âgé aux cheveux poivre et sel, s'appuyait contre le comptoir en marbre élégant, faisant tournoyer un verre de scotch dans sa main. Ses doigts se crispèrent sur la vitre, tandis qu'il fixait le général Marcus Reddick, le stoïque et imposant chef de la force d'intervention pour le territoire américain. Le général se tenait près de la fenêtre, son uniforme impeccablement impeccable, le visage aussi impénétrable que jamais. La voix de Dressner était basse, mais le poids de ses paroles résonnait dans la pièce. Si ce garçon dénonce DeWitt, cela ne fera pas que renverser un sénateur.
Cela réécrit toutes les décisions en matière de logement de la dernière décennie. On parle d'un chaos de recours collectifs, de milliards, de crédibilité fédérale. Reddick, les yeux légèrement plissés, hocha lentement la tête, son esprit calculant déjà les conséquences. Ensuite, on le neutralise. On divulgue son casier judiciaire. On remet en question sa santé mentale. On sème le doute. Dressner prit une longue gorgée de son scotch, le liquide ambré reflétant la lumière. Ne le sous-estimez pas. Il est plus intelligent que vous ne le pensez. C'est peut-être un enfant, mais il sait comment utiliser le système. Il commence déjà à démêler les choses. Le juge, Donald Trammer, était assis au fond de la salle, la posture rigide. Trammer était un homme qui maniait le pouvoir comme une lame, mais même lui sentait que le garçon était devenu une force redoutable. Il s'éclaircit la gorge et ajouta « Je peux faire durer l'affaire assez longtemps pour créer une diversion nationale. Repoussons ça. On gagnera du temps jusqu'à ce que tout cela se calme. » Le groupe resta silencieux un instant, chacun perdu dans ses pensées, calculant sa prochaine action. Ils étaient trop confiants dans leur capacité à contrôler la situation, mais ils ignoraient la profondeur de la détermination d'Elijah. De retour au tribunal, Elijah avait commencé à démonter la défense de DeWitt, pièce par pièce. Il avait été patient, méthodique, attendant le bon moment pour frapper. À chaque contre-interrogatoire, les fissures dans la façade soigneusement construite de DeWitt se creusaient. Des membres du personnel, fidèles au sénateur depuis des années, commençaient à craquer sous la pression des questions d'Elijah. La tension dans la salle était palpable, et Elijah sentait le poids du monde peser sur lui, mais il ne se laissait pas décourager. Son esprit s'emballait tandis qu'il présentait les enregistrements numériques de la clé USB de Clarence, montrant les échanges de biens entre DeWitt et plusieurs sociétés écrans. Ces entreprises ont injecté d'importantes sommes d'argent dans les campagnes de réélection fédérale de DeWitt, argent qui avait été pris directement dans les poches de ceux-là même que Clarence avait tenté de protéger. La presse, à l'extérieur du tribunal, a commencé à avoir vent de ces détails explosifs, et bientôt, des manifestants sont arrivés, se rassemblant dans les rues, scandant des slogans réclamant justice. Les actions d'Elijah provoquaient une puissante vague d'enthousiasme, une vague d'enthousiasme impossible à enrayer. Mais les hauts responsables n'étaient pas prêts à abandonner pour autant. Lors d'une confrontation dramatique en milieu de séance, la voix de Trammer a résonné dans la salle, sa frustration évidente. Cette affaire est en train de sombrer dans la folie des théories du complot. Il a frappé son marteau avec une telle force que le son a résonné sur les murs. Mais cela n'a fait qu'accroître la tension, sans la calmer. Le regard d'Elijah est resté calme, inébranlable. Il a affronté la colère du juge avec une détermination silencieuse, d'une voix ferme lorsqu'il a répondu « La vérité sonne comme de la folie pour ceux qui la craignent. » Les mots flottèrent dans l'air comme un défi, un gant lancé au système corrompu. Le silence s'installa dans la salle d'audience, le seul bruit étant celui du froissement des papiers et des murmures parmi les spectateurs. Elijah resta sur ses positions, sans reculer d'un pouce, sachant que cet instant allait déterminer la suite du procès. Il ne se battait plus seulement pour Clarence. Il se battait pour tous ceux qui avaient été mis sous le tapis par le pouvoir. Il se battait pour la vérité. Le cœur d'Elijah fit un bond. Il avait déjà épluché toutes les preuves qu'il avait pu trouver, mais c'était nouveau. Il hocha la tête, son esprit s'emballant tandis qu'il assimilait l'information. « Pourquoi le 3 mars ?» demanda-t-il, mais l'avocat secoua la tête, le regard empli de culpabilité et de peur. « Vous verrez » murmura-t-il avant de disparaître rapidement dans la foule. Elijah ne perdit pas de temps. Il retourna à son bureau, les doigts effleurant le clavier tandis qu'il consultait les registres des dépositions. Il parcourut les interminables pages de jargon juridique, scrutant chaque ligne du regard à la recherche de quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait relier les pièces du puzzle. Et voilà, la voilà. Une transcription du témoignage original de Clarence, celui qui, mystérieusement, n'avait jamais été rendu public. C'était là, mot pour mot,
Un récit glaçant de ce qui s'était passé à huis clos, l'histoire que DeWitt avait tant travaillé à enterrer. Mais ce n'était pas seulement le témoignage qui retint l'attention d'Elijah. À la fin de la transcription, il y avait une signature. Non pas celle de Clarence, mais celle du juge Trammer. L'homme qui présidait cette affaire, celui-là même qui avait tenté de la faire traîner depuis le début, avait enterré le témoignage de Clarence. Il l'avait signé, caché, s'assurant que la vérité ne verrait jamais le jour. Le sang d'Elijah se glaça sous le poids de la conspiration. Trammer n'était pas seulement un juge. Il faisait partie du système même qu'Elijah tentait de démanteler. Il était complice des crimes commis par DeWitt. Et maintenant, il ne s'agissait plus seulement de démasquer DeWitt. Il s'agissait de tout dévoiler. Il rassembla rapidement les preuves, l'esprit bourdonnant des implications de ce qu'il venait de découvrir. Il avait trouvé la preuve irréfutable, la clé pour faire tomber tous les impliqués. Mais il savait qu'il ne suffisait pas de connaître la vérité. Il devait s'assurer qu'elle ne puisse plus jamais être enterrée. En revenant dans la salle d'audience, l'atmosphère avait changé. Les journalistes à l'extérieur ne se contentèrent plus de rapporter. Ils interrogeaient, exigeaient des réponses. Les manifestants avaient redoublé de voix, leur chant emplissant les rues. Elijah sentait le poids du moment peser sur lui, mais il se tenait droit, prêt à affronter la suite. Trammer, assis à son banc, leva les yeux à l'approche d'Elijah. Une lueur, de la peur peut-être, brillait dans ses yeux, mais il la masqua rapidement sous un ricanement. Elijah le fixa du regard, la connaissance de ce que Trammer avait fait n'étant plus qu'une accusation silencieuse entre eux. Le juge avait tenté d'enterrer la vérité, mais Elijah l'avait trouvée, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le procès avait atteint son paroxysme, et le monde entier observait. Tout allait changer. L'audience finale arriva, et avec elle, une tempête médiatique sans précédent au palais de justice. L'air était lourd du bourdonnement des caméras, des micros et d'un chœur de questions hurlées par des journalistes avides de connaître le prochain gros titre. Les manifestants occupaient les marches du palais de justice, scandant des slogans réclamant justice, leurs voix s'élevant au-dessus du tumulte de la ville. Les quarts de reportage de toutes les grandes chaînes de télévision encombraient les rues, leurs antennes paraboliques oscillant au vent. Ce n'était plus seulement un procès, c'était un spectacle, une bataille pour l'âme même du système. À l'intérieur, l'atmosphère était tout aussi tendue. La sécurité avait triplé en prévision du chaos. Des agents étaient postés à chaque porte, à chaque coin de rue, observant la foule d'un œil méfiant. Elijah était assis à la table de l'accusation, les doigts crispés sur son stylo, les yeux fixés sur les documents étalés devant lui. Le poids du moment était lourd, mais sa concentration ne vacillait jamais. Il ne s'agissait plus de lui, il s'agissait de Clarence, il s'agissait de la vérité, enfouie depuis bien trop longtemps. Le juge Trammer, qui avait constamment été une épine dans le pied de la justice tout au long du procès, tenta une dernière fois de classer l'affaire. Il invoqua des irrégularités de procédure, la même excuse creuse qu'il avait maintes fois utilisée, espérant retarder l'inévitable. Sa voix était forte, exigeante, imprégnée de l'autorité qu'il croyait encore détenir. Mais alors que son marteau s'abattait, une interruption soudaine et violente se produisit. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent brusquement et le juge fédéral Yancey Monroe, figure d'une force à la fois calme et indéniable, fit irruption. Sa seule présence sembla apaiser la tension dans la salle, comme si son arrivée portait en elle le poids de la justice elle-même. Monroe n'hésita pas. Il passa outre les objections de Trammer d'un seul geste, d'une voix ferme, ordonnant « Ce procès va se poursuivre. Plus de retard. Nous terminons aujourd'hui. » C'était un signal clair que les murs que le système avait tenté d'ériger autour de DeWitt s'effondraient. Le silence se fit dans la salle, la tension désormais palpable. Elijah se leva, le regard du pays tout entier braqué sur lui. La salle d'audience semblait retenir son souffle lorsqu'il s'avança, le sol tremblant sous ses pieds sous l'impact de l'instant. Il était arrivé jusqu'ici,
et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Après la décision finale du juge, Elijah commença sa plaidoirie. D'une voix claire et posée, il expliqua au jury la chronologie des événements. Il commença par l'expulsion de Clarence, un acte cruel perpétré sur ordre de DeWitt. Il exposa les faux documents qui avaient servi à dissimuler les transactions illégales, les fonds de logement détournés qui auraient dû être reversés aux anciens combattants dans le besoin. Puis, sous le regard silencieux de la salle, il présenta l'ultime preuve accablante, une vidéo prise par une caméra cachée montrant DeWitt, dans un moment d'intimité, se moquant de Clarence après l'expulsion. Dans la vidéo, DeWitt se renversait dans son fauteuil, un sourire narquois aux lèvres, tandis qu'il discutait avec l'un de ses assistants. « Le vieil homme a du cœur, mais pas de toi, » dit-il en riant. Une fin appropriée. Le silence se fit. Les halètements dans la galerie étaient audibles, le dégoût et la colère palpables dans l'air. Elijah laissa la vidéo défiler, chaque seconde lui rappelant brutalement l'homme qui avait usé de son pouvoir pour détruire des vies à des fins personnelles. Trammer, le visage rouge de colère, frappa le banc de son marteau, tentant de mettre fin à l'audience plus tôt que prévu. « C'est un cirque !» cria-t-il, sa voix brisant l'incrédulité. « Ce sont des accusations sans fondement. » Mais Monroe resta debout, le regard fixe. « Assez d'obstruction, » dit-il d'une voix autoritaire. « C'est le jury qui décidera, pas vous. » Et sur ce, l'affaire était entre les mains du jury. Elijah retourna à son siège, l'esprit bourdonnant tandis que les derniers instants du procès se déroulaient. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Il avait révélé la vérité. Il ne restait plus qu'au jury de rendre son verdict. Cela ne prit pas longtemps. Le jury délibéra pendant un peu moins d'une heure, avant de retourner dans la salle d'audience, le visage empreint d'un mélange de solennité et de détermination. Au moment où ils rendirent le verdict à Monroe, la salle retint son souffle. Monroe le lut à voix haute, d'une voix ferme et inébranlable. « Nous, le jury, déclarons Charles R. DeWitt coupable de tous les chefs d'accusation. » Une vague de soulagement et de triomphe submergea Elijah. Il resta assis, les mains jointes, les yeux rivés au sol. Ce n'était pas une victoire pour lui, c'était une victoire pour Clarence, pour les innombrables autres personnes réduites au silence par le système. C'était la justice, enfin rendue. Dehors, le chaos éclata. L'effervescence médiatique atteignit de nouveaux sommets lorsque la nouvelle de la condamnation de DeWitt se répandit comme une traînée de poudre. Dans les rues, les manifestants acclamèrent, leur chant devenant de plus en plus fort, célébrant le triomphe de la vérité sur la corruption. Dans les jours qui suivirent, l'onde de choc du procès continua de résonner dans les couloirs du pouvoir. Plusieurs sénateurs, dont l'implication dans les manigances de DeWitt était désormais révélée, furent contraints de démissionner dans la honte. Le juge Trammer, qui avait toujours été un obstacle, démissionna sous une pression immense. Le réseau corrompu qui avait si longtemps protégé DeWitt se défaisait et ses pièces tombaient en morceaux. Mais pour Elijah, la victoire fut douce amère. Il reçut un flot de lettres dans les jours qui suivirent le procès, des lettres de gratitude, des lettres de tout le pays, de personnes qui l'avaient observé et applaudi, tandis qu'il défendait ce qui était juste. Certains lui adressaient leurs félicitations, d'autres leur apportaient leur soutien. Mais il y en avait d'autres, des lettres sombres et menaçantes, des menaces de mort, anonymes et glaçantes. Elles l'avertissaient qu'il s'était fait de puissants ennemis, des ennemis prêts à tout pour le réduire au silence. Mais Elijah ne broncha pas. Il n'avait pas peur des menaces, il n'avait peur de rien maintenant. Seul sur les marches du tribunal, le poids du monde pesant toujours sur lui, il leva les yeux au ciel. Le soleil se couchait, projetant une teinte dorée sur la ville, la lumière adoucissant les aspérités du jour. Il ressentit un profond sentiment de paix, comme si le chaos des dernières semaines avait enfin pris fin. Les voix des manifestants, les acclamations, les cris de victoire, tout semblait lointain maintenant. Il ferma les yeux un instant, puis, lorsqu'il les rouvrit, il murmura doucement. « Clarence,
Ils t'ont enfin vu. À cet instant, Elijah comprit que son combat n'avait pas été pour la gloire ou la reconnaissance. Il n'était pas venu au tribunal pour les applaudissements ou les éloges. Il était venu pour la vérité. Il était venu pour la justice. Et bien que le système ait tenté de l'écraser, de le réduire au silence, la vérité avait percé à jour. La vérité avait gagné. Et cette vérité avait un nom, la justice.